Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour ce temps autour du Baby Hand qui correspond au mois du Baby Hand que nous venons de vivre. Nous allons pouvoir parler aujourd'hui d'une thématique qui est assez intéressante autour de la parentalité. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, hop, voilà. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Nathalie Delors, je suis chargée de mission autour du développement de l'ensemble des handballs, dont l'activité Baby Hand, dans lequel je participe au groupe national voilà, de cette activité. Alors, quelques petits rappels, hein, notre rendez-vous durera à peu près 1 heure. Bien évidemment, il sera enregistré et mis à disposition sur le Centre de ressources fédéral. Et vous aurez une petite surprise à la fin de notre webinaire. Donc, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Donc, cette thématique de la parentalité, on va tenter de répondre aujourd'hui avec à la fois des experts de la fédération, mais à la fois avec une experte de la parentalité sur qu'est-ce que c'est que cette parentalité dans l'activité Baby Hand. Vous allez voir, c'est un webinaire qui est exclusivement féminin, mais nos homologues masculins ne sont pas très loin. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Donc, nous allons essayer d'avoir un éclairage autour de cette thématique et surtout comment ça s'imbrique dans cette activité. Vous allez voir aussi que cette parentalité, finalement, elle était déjà existante avant l'arrivée du baby, notamment avec une activité qui s'appelait Handball Premier Pas. Mais cette parentalité était normée par rapport aux caractéristiques du public du handball premier pas. Donc, nous aurons des interventions de nos experts et ensuite, nous aurons bien évidemment un jeu de questions-réponses. N'hésitez pas à marquer vos questions dans le chat qui nous permettra ensuite de pouvoir poser des questions à l'ensemble de nos intervenants. Donc justement, nos intervenants, donc les intervenants du jour, nous avons côté fédéral Nolwenn Quick qui participe au groupe national Baby Hand, Vanessa Patouka-Bourget qu'on ne présente plus et qui fait partie également du groupe national Baby Hand. Et côté expert de la parentalité, nous avons la joie d'accueillir Mathilde Robot qui fait partie de Parentalité Créative et qui est consultante en parentalité et formatrice autour de cette thématique. Ce qui nous permettra à la fois de voir, de palper un petit peu cette parentalité d'un point de vue global et général et un peu plus spécifique côté activité handball. Maintenant qu'on a tracé un petit peu le squelette de notre webinaire, je vous propose de rentrer plus précisément donc, dans la thématique du jour. Et je souhaitais vous partager 2 citations qui nous animent beaucoup au sein de notre groupe national. Je pense que vous la connaissez tous et toutes. D'ailleurs, la première, nous n'arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer. J'aurais pu également la transposer ou fit. Ce sont des activités qui sont très transversales, notamment par rapport à cette thématique, mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de l'approprier avec nos parents. Nos parents qui vont s'investir dans cette activité Baby Hand et qui vont avoir la chance de pouvoir continuer à partir dans des domaines imaginaires, changer un petit peu de posture, enlever ce sac à dos de parents et endosser un nouveau rôle dans les univers que nous leur proposons avec leurs enfants. Enfin, un enfant n'est pas un adulte en miniature, ça aussi, c'est plusieurs personnes s'en sont inspirées pour travailler autour de ces thématiques clés et ainsi, vraiment avoir cette posture de se dire qu'on a proposé des activités au sein de la fédération qui sont vraiment adaptées aux caractéristiques du public et donc on n'a pas transposé une activité d'adulte vers les enfants, mais bien construite une activité handball en direction d'un public et avec des caractéristiques très ciblées. Donc pour rappel, hein, très rapidement, 2016 est sortie donc l'activité Baby Hand avec une cible pour les 3-5 ans et leurs parents. C'était pas que pour les 3-5 ans et les parents à côté, mais vraiment avec. Ce qui fait que ça fait un petit peu la différence avec, Vanessa peut-être en parlera tout à l'heure quand elle a démarré l'activité Baby, où c'était vraiment une activité pour les 3-5 ans. Et grâce, vous le verrez juste après, le soutien du REAP, donc le réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents du Cher, nous avons pu rajouter la parentalité dans cette activité pour la rendre encore plus riche. Donc, on a travaillé bien sûr sur un concept d'activité et puis
pour crédibiliser, mais aussi faciliter le lien avec l'école, on s'est appuyé sur le programme de l'école maternelle afin de créer un prolongement de ce que peuvent découvrir à l'école nos baby handballeurs. Eh bien, ils peuvent aussi s'appuyer sur ces éléments pour redécouvrir des choses dans l'activité baby hand. Et donc, est apparue une nouvelle notion, la parentalité. Donc en fait, des enjeux de la fédération qui étaient, plus on va rajeunir en fait une activité, plus on va essayer d'avoir les parents à nos côtés. Alors pour le hand premier pas, on avait un concept, on le verra juste après, autour de ce parent qui pouvait rentrer dans le domaine associatif grâce à cette activité. Et conclusion, on s'est dit, mais comment est-ce que vraiment ça va se caractériser cette parentalité? Alors ça, c'est la grande question du jour. Donc, dans quelques points clés, juste pour rappel encore une fois sur les créations, si on repart très très loin, hein, on a joué au handball à 11, ensuite on a travaillé sur une pratique indoor avec le handball à 7, ensuite, vu que ça rajeunissait, il y a eu une création autour du mini-hand, et puis plus ça allait, plus ça allait, plus ça allait, on a eu besoin de rajeunir jusqu'à une pratique des 6-9 ans, et ensuite une pratique des 3-5 ans. Donc l'activité baby en premier pas a vu le jour 2005-2006, où l'idée, voilà, c'était vraiment d'accueillir d'une manière très caractérisée avec un vrai concept d'activité et qui faisait partie d'une pratique plutôt adaptée en fait de l'activité handball pour préparer ses enfants vers une activité de référence qui était le handball dans sa forme mini-hand, dans sa forme aujourd'hui hand à 4 pour aller vers ensuite une activité sur grand espace, sur un terrain 40 par 20. L'idéologie, c'était quoi? C'était la sociabilisation des parents et des enfants dans la pratique de l'activité handball au sein du club. L'idée, c'était vraiment que ce parent se sente inclus dans cette maison handball. Donc, on leur a permis de pouvoir aller sur le terrain, on leur a permis de pouvoir participer à l'activité grâce à nos fiches. Vous savez, la fiche d'un côté très handball et d'un côté on rentre par l'imaginaire, qui permet de pouvoir vulgariser l'activité pour les parents. Et l'émergence en 2016 de notre activité Baby Hand, où là, on est rentré dans un contexte toujours pareil, très sportif, très ludique, convivial, où on a travaillé aussi sur les relations entre les parents et les enfants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on laisse à la maison ce qui se passe à la maison, et quand on arrive dans l'activité handball, et ben là, on renaît un petit peu, et puis on retrouve des nouvelles relations. Les enfants, hein, les relations entre pères, enfants, parents, ça fait du bien aussi deux fois de se retrouver entre parents, les enfants et les animateurs, et enfin les parents avec des animateurs ou des professionnels qui permet de pouvoir un petit peu discuter et ouvrir le champ des possibles. Alors ce que le Baby Hand permet à la fois de créer donc ce lien parent-enfant, Vanessa en parlera très bien tout à l'heure. Moi, si je devais faire une synthèse, je dirais de faire ensemble. D'accord? On vient à l'activité ensemble, on vient partager une activité commune, on vient changer un petit peu de rôle pour ses parents. Ses parents, à un moment donné, bah, peut-être vont être des coachs, peut-être vont endosser leur cape de super-héros. On va changer un petit peu de posture pour partager surtout un bon moment ensemble et qui plus est un bon moment de handball. Ça permet à ses parents aussi, parfois, on peut être isolé voilà, dans son rôle de parent, on a des questions, et ben, à un moment donné, ça permet de pouvoir rencontrer aussi des professionnels et de discuter des actualités du moment, de se créer aussi un réseau d'écoles, un réseau associatif, pourquoi pas aussi un réseau au sein de la commune, parce que il y a des clubs qui sont en lien avec leur mairie, ou il y a des fêtes locales qui peuvent se faire, et donc on peut se créer aussi ce réseau-là et donc assumer le rôle éducatif et parental. Donc d'un point de vue enfant, d'un point de vue parent et d'un point de vue éducateur, animateur, le Baby Hand permet énormément de choses. Une activité très riche. Donc déjà, c'est vrai que côté des enfants, bah, ça va changer un peu le regard hein, sur son parent qu'il va porter. Parce que parfois, ce parent, il sera en situation de réussite, mais parfois aussi en situation d'échec. Et c'est intéressant aussi à discuter, à débattre. Pouvoir être aussi avec d'autres enfants. C'est bien aussi que les enfants puissent voir que les parents peuvent s'occuper d'autres enfants qu'eux-mêmes. Et ça, c'est tout un apprentissage. Découvrir un environnement d'adultes différent, mais l'un
que tout est interpénétré. Et surtout pour les enfants, le Baby Beyond va leur apporter des règles, des limites, mais tout ça dans un univers très ludique. Côté des parents, bah, du coup, partager, comme je disais tout à l'heure, un bon moment avec son enfant et être avec d'autres parents et des professionnels. Et bien sûr, avoir des parents qui peuvent être parfois dans la séance, on le verra avec les différentes utilisations du baby, parfois à côté, parce que parfois les parents ont aussi le droit de souffler. Et ça peut être un moment où, de temps en temps, eh ben oui, on peut aussi prendre soin de soi et être à côté pour faire un petit peu autre chose et poser un petit peu son cerveau. Pour les éducateurs animateurs, ben, il va être un peu garant de faire vivre un petit peu tout ce petit monde autour de cette parentalité et il l'accompagne au travers des séances proposées. Parfois, on nous demande, mais que font les parents? Donc là, je vous ai listé un petit peu des mots-clés que les parents font avant, pendant, après la séance. Vous voyez, il y a des mots forts. Ils sont là sur l'entrée, sur l'accueil, pendant la séance. Ils vont jouer, ils vont rassurer, ils vont faire des propositions, ils vont encourager, ils vont aider. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses que ce parent va pouvoir apporter pendant la séance. Alors, si je dois résumer cette première partie, on a mis quelques photos. Parce que ce parent, ben, c'est celui qui va s'amuser, d'abord. C'est un parent qui va donner de sa personne. Et oui, parfois il va faire un petit peu de renfort aussi avec ses enfants. C'est un parent qui va avoir la possibilité de créer aussi du lien et des échanges sur les problématiques peut-être qu'ils rencontrent du moment, mais aussi des actualités ou des environnements où ils ont envie de se poser ensemble pour partager un bon café. C'est aussi ce parent qui rassure et accompagne pendant la séance. C'est aussi ce parent qui va faire avec et pas à la place d'eux. Parce que parfois, on est toujours un petit peu pressé en tant que parent et on fait souvent à la place d'eux. Mais là, on prend le temps de faire avec. Et donc, si je devais vraiment conclure ce temps-là, bah, ce sont des parents qui sont assez extraordinaires, avec des enfants extraordinaires et des éducateurs aussi qui sont extraordinaires d'accompagner cette parentalité durant toute l'activité bébillante. J'en ai terminé pour ma partie. Maintenant, je vais laisser la main à Mathilde, qui va pouvoir donc nous positionner cette parentalité dans son regard de professionnel de la petite enfance. Mathilde, je départage. Tu as peut-être quelque chose à partager? Non, j'ai pas de support. Je vais le faire Très avec, bien. Eh bien, je te juste avec laisse. moi. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors, la parentalité, j'ai relevé des choses qui sont hyper intéressantes dans ce qui a été dit là dans le début. Effectivement, le sport va permettre aux parents de prendre une place et donc dans ces activités qui sont partagées parents-enfants, d'avoir une place particulière. Alors, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voulais commencer et partager avec vous qui sont importantes dans le rôle de parent. Le parent, en gros, il a deux missions. Dans ses missions principales, ça va être de fournir du carburant, de l'attachement, donc tout ce qui est remplir le réservoir affectif de l'enfant. Donc tout ça, c'est tout ce qui est faire ensemble, euh, partager un moment, euh, avoir du contact physique, faire des jeux, etc. Tout ça, ça remplit le réservoir affectif. Et ça, c'est ce qui donne le carburant à l'enfant pour aller découvrir le monde, avancer dans la vie. Et puis la deuxième chose importante que fait le parent et qui est un petit peu en opposition, et c'est toute la difficulté du rôle de parent, c'est de naviguer entre ces deux missions-là, c'est de laisser de l'autonomie, de laisser de la liberté, de permettre de l'exploration, de permettre d'aller découvrir le monde, de faire par soi-même. Et donc, on navigue entre les deux parce que les enfants ont ces deux besoins-là. J'ai envie de dire tout le temps. Alors, en fonction de l'âge, c'est pas du tout la même proportion. Un tout petit bébé qui vient de naître a énormément besoin d'attention et assez peu besoin d'aller découvrir le monde. Mais en grandissant, et ça arrive très vite, le besoin d'autonomie, de liberté, de faire tout seul. À partir de 18 mois, les enfants disent non, poussent notre main et veulent faire les choses tout seuls. Donc sur des 3-5 ans, on est en pleine explosion du besoin d'autonomie. Donc les enfants veulent faire tout seuls et en même temps, ils n'ont encore que entre 3 et 5 ans. Donc oui, ce ne sont pas des adultes miniatures et ils ont encore besoin du soutien de leurs parents, de pouvoir venir faire le plein de carburant pour repartir à l'aventure.
Donc, toute la difficulté du rôle de parent, elle est là, de naviguer entre ces moments où mon enfant a besoin de recharger ses batteries auprès de moi et les moments où là, il a assez de carburant et il va pouvoir aller explorer, faire tout seul. Du coup, ben, en parallèle de ça ou par opposition, les risques pour le parent, c'est soit d'être trop dans je donne du carburant, je protège, je soutiens, mais tellement trop que du coup je surprotège et j'empêche d'aller explorer le monde. Et même si ça peut partir d'une bonne intention, toutes les intentions des parents sont toujours bonnes, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. C'est en fait, du coup, ça va être contre-productif parce que l'enfant, c'est comme si on lui coupait les ailes, il est empêché d'aller découvrir le monde et on peut peut-être nourrir des peurs, si le parent transmet comme message que le monde est dangereux et que tu as tout le temps besoin de moi, que je sois là, puis ça envoie aussi comme message, tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire tout ça. D'un autre côté, on va avoir le parent, alors évidemment, c'est sans doute pas celui que vous avez dans une telle activité où le parent est impliqué, mais vous avez aussi les parents qui font la course à l'autonomie et qui sont très très fiers de tous les moments où l'enfant est le plus autonome possible dès le plus jeune âge. Et là, on a des enfants qui risquent de manquer d'attention parce qu'on a évidemment besoin des deux. On a besoin à la fois d'avoir de l'attachement, de recevoir de l'attention aimante de son parent et d'un autre côté, d'avoir de la liberté. Et comme c'est antinomique, c'est hyper dur parce qu'en tant que parent, on navigue. Est-ce que je donne trop de liberté? Est-ce que je donne trop d'attention? Donc, en fait, moi, j'aime bien donner cet exemple-là. L'enfant qui revient vers son parent pour un câlin, pour refaire le plein, c'est important, je dis toujours aux parents, de ne pas l'entourer avec ses deux mains, je vais vous montrer avec la caméra, de garder un espace libre où l'enfant va pouvoir repartir. Et il y a ce moment-là où l'enfant, il soupire un coup, il a séché ses larmes et hop, il repart jouer avec les autres. Il a fait le plein, il peut repartir vers l'aventure. Et c'est important à ce moment-là de ne pas remettre la main en disant non, reste encore un petit peu là. Hein, c'est important, c'est ça qui est plus dur en tant que parent, c'est d'être dans ce soutien. Moi, j'aime bien l'image aussi de la courte échelle. La posture du parent, c'est la posture de soutien. C'est vraiment je suis là pour donner un coup de pouce quand il y a besoin, mais par moments, je peux aussi me mettre en retrait et observer, savourer ces moments où mon enfant est autonome. Dans les difficultés qui se présentent, il y a cette valorisation, cette hyper-valorisation de l'autonomie, de l'indépendance et dans le sport peut-être aussi de la performance et de la compétition. C'est important de relayer comme message chacun a son rythme, chacun ses talents. Dans une équipe, on voit après que on n'a pas tous les mêmes talents, du coup on n'a pas tous les mêmes places. Donc c'est important aussi de renvoyer ces messages-là, que les enfants ne se sentent pas tout le temps en compétition. On peut se sentir en compétition par exemple dans une fratrie entre les uns et les autres. Et donc c'est important qu'il y ait des endroits où on se sente surtout en sécurité et que ce ne soit pas toujours la course à la performance, parce que dans ces moments-là, ce qui compte, c'est de faire ensemble, c'est de remplir le réservoir affectif, c'est tout ce qui va être dans le jeu. Et donc, c'est vraiment, c'est hyper riche ce que vous proposez là. Donc, ça permet de remplir le réservoir affectif. Ça permet peut-être de libérer les tensions parce que jouer, ça libère les tensions. Faire du sport, bouger, ça libère les tensions. On est aujourd'hui, les constats sont j'ai envie de dire terrible. Hein. Les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire, ils bougent pas assez, ils sont trop sédentaires. Donc, toutes ces activités qui permettent aux enfants de bouger et aux parents de bouger avec eux, c'est fantastique. On pose les téléphones, j'espère et j'imagine, et ça c'est fantastique aussi parce que le téléphone, c'est vraiment quelque chose qui est venu se mettre en travers de la relation parent-enfant. Hein, il y a 30 à 40% des enfants qui se sentent en compétition avec le téléphone de leurs parents. Donc, ces moments où le téléphone est éteint, posé au fond d'un sac, où le parent est vraiment disponible, même si c'est court, en fait, c'est comme si c'était du sérum, quoi. Hein. C'est du sérum d'attention, ça remplit mon réservoir affectif et ça fait du bien à tout le monde, comme une bonne séance de jeu de société, par exemple. Je rajouterai une chose, dans ce qui va être difficile aussi, c'est que sur un public de 3-5 ans, on est encore sur un public avec un cerveau très immature. Donc avec des émotions intenses et débordantes qui peuvent être déstabilisantes à la fois pour les professionnels qui encadrent les activités et pour les parents aussi. C'est des choses qui ne sont pas toujours bien connues, qui ne sont pas toujours bien abordées. Et donc, il y a deux choses qui sont importantes. Un cerveau immature, ça veut dire que le cerveau n'a pas encore toutes les compétences
pour accueillir les émotions qu'ils traversent, pour réagir de façon socialement acceptable quand je suis en colère ou quand je suis triste. Ça va peut-être être une tempête, ça va peut-être être très intense, très fort. Ça peut susciter de la honte pour le parent, avec l'impression qu'il n'y a que mon enfant qui se comporte comme ça, qu'il y a de la gêne parce que le parent ne sait pas toujours comment réagir. Peut-être qu'il réagit d'une façon chez lui qui n'est pas OK et donc du coup, il ne va pas forcément le faire quand il est en public et confronté à d'autres parents. Et dans cette question des émotions, oui, il y a une question de Jérémy. Ah non, pas de question, c'était une erreur de mail. Pas de souci. Non, c'est juste que je rappelais qu'on pouvait poser des questions. Non, mais il avait levé la main, mais je pense qu'il a appuyé par erreur sur le bouton. Et donc, la deuxième chose, c'est que ce qui est important de savoir, je pense, en tant qu'adulte, c'est que dans cette question des tensions et des émotions, elles vont avoir tendance à se libérer plus facilement avec les parents. Et ça, c'est quelque chose de normal. Et c'est hyper important, à la fois de ne pas porter de jugement en tant qu'adulte qui accompagne l'activité, et aussi peut-être de donner l'info aux parents et de dire oui, c'est normal, vous êtes le papa, vous êtes la maman, c'est normal que l'enfant, voilà, il va peut-être très bien respecter les règles quand il n'est pas avec son parent, puis quand le parent est là, ça va être peut-être un peu plus difficile pour lui. Et ça, c'est quelque chose de normal parce que dans l'attachement, il y a une notion de hiérarchie, il y a une figure principale d'attachement. D'ailleurs, en général, c'est plutôt la mère qui est figure principale d'attachement et c'est souvent, les émotions sont souvent beaucoup plus débordantes avec les mamans qu'avec les papas. Et c'est important de ne pas culpabiliser les mamans. Oui, c'est parce que toi, tu ne sais pas poser de limites, tu es trop cool ou tu n'es pas assez strict, etc. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de physiologique. Hein, c'est un jeu d'hormones. Et l'attachement, il se construit dans la relation. Donc, l'adulte qui s'est le plus occupé, qui a le plus répondu aux besoins de l'enfant pendant les 9 premiers mois, est une figure principale d'attachement. Et donc, les émotions qui sont liées à la frustration, j'ai pas réussi, j'ai perdu, ou qui sont aussi liées à des besoins. Par exemple, un enfant qui a soif ou un enfant qui a faim, il va avoir tendance à disjoncter. 3-5 ans, on est encore dans des moments où ça disjoncte parce que j'ai soif ou ça disjoncte parce que j'ai faim. Et ça va plus disjoncter avec les parents. Et avec les parents, ça va peut-être avoir tendance à plus disjoncter avec les mamans qu'avec les papas. Et ça, c'est important, cette question des émotions et des besoins. Les émotions, elles prennent naissance quand des besoins ne sont pas comblés. Ou quand il y a une accumulation de stress, de frustration, mais des besoins non comblés, ça peut être aussi, voilà, j'ai faim, j'ai soif. Donc, j'en ai pas parlé parce que c'est le rôle de base du parent, nourrir son enfant, lui donner à boire, lui permettre de dormir, de bouger, etc. Donc ça, ce sont les premiers besoins de base qui permettent à notre corps de fonctionner. Manger, boire, dormir, éliminer. Et une fois qu'on a ça, je le redis parce que c'est la deuxième chose la plus importante, c'est de jouer ce rôle de porte-avions. Pourquoi le porte-avions? Parce que le porte-avions, à la fois, il permet à l'avion de venir faire le plein de carburant, donc remplir son réservoir affectif, faire le plein pour repartir vers de nouvelles aventures, mais le porte-avions, il ne tient pas en otage les petits avions, il les laisse repartir et aller faire des loopings de plus en plus loin et de plus en plus impressionnants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et donc, c'est vraiment ces deux rôles de remplir le réservoir affectif et accompagner, soutenir la liberté, l'autonomie. Le parent, l'image que l'on donne quand on parle d'attachement, c'est ce rôle de porte-avions. Donc, le parent, vous m'entendez toujours? Oui. Je ne sais pas, j'ai eu un message que j'étais déconnectée. Le parent est solide, là, le porte-avions, il est solide au milieu de l'océan et il accueille ces petits avions. Alors, des fois, il y a des petits conflits. Peut-être, voilà, si le parent donne de l'attention à un enfant qui n'est pas son enfant, ça peut susciter un peu d'inquiétude de la part de son enfant. Ça va dépendre de la sécurité ou pas. Est-ce que moi, je reçois suffisamment d'attention? Tout ça, c'est normal. Et effectivement, pour des enfants peut-être qui n'ont pas de frères et sœurs, ça fait bizarre de voir papa ou maman s'occuper d'un autre enfant. Mais effectivement, c'est la vie. Et ces émotions dont on parle, ce sont vraiment des outils dont tous les êtres humains sont équipés
pour avancer dans ce qui se passe dans leur vie. Donc, quand je vis une émotion, l'objectif, je terminerai peut-être avec ça, ce n'est pas de mettre un couvercle et de vite faire taire l'émotion, mais c'est de l'accueillir, de la laisser sortir, parce qu'une émotion qui sort, elle n'infuse pas, et ça permet de retrouver son point d'équilibre. Et donc, c'est normal de ressentir de la frustration. Souvent, moi, mes filles, elles font de la danse, et souvent, la prof, quand il y a des concours, elle dit, bon, quel que soit le résultat, médaille de bronze, argent, moi, je veux voir personne pleurer. C'est pas possible, en fait, parce que si vous avez envie d'avoir une médaille d'or et que vous avez une médaille de bronze, vous êtes déçu et c'est normal. Ça veut pas dire que vous êtes jaloux, parce qu'elle parle de ça, oui, vous êtes jaloux de ceux qui ont l'or et tout ça. On peut juste être déçu de sa prestation, déçu frustré parce qu'on voulait avoir l'or, et au contraire, laisser sortir l'émotion à ce moment-là, ça permet de retrouver le sourire quelques temps après. Ce temps-là, il va dépendre de chaque personne et de l'âge, et de pouvoir revenir et d'accepter en fait la défaite et la difficulté, et le fait qu'on ne réussit pas toujours, et le fait qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Parfois, les parents voudraient que leurs enfants ne souffrent jamais. Ils vont faire toujours des tas de trucs pour que les enfants ne souffrent jamais. Mais ça n'est pas possible. Dans la vie, on va être déçu, on va avoir des frustrations. C'est naturel. C'est pas la peine d'en rajouter. En fonction de l'âge, il y a naturellement des frustrations, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses, dès qu'on est à plusieurs, il faut partager, etc. Donc, naturellement, il y a de la frustration. Et ce qui permet aux enfants de traverser ça, c'est les émotions qu'ils ressentent. Et c'est le fait de les accueillir et de les valider, de dire oui, c'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère quand on vit quelque chose comme ça. Tu peux être en colère, et donc de réconforter, d'être là, mais sans vouloir à tout prix faire taire l'émotion tout de suite, mais de lui laisser le temps de s'exprimer, de sortir, pour pouvoir repartir avec cet enthousiasme qui caractérise les enfants, cette soif d'apprendre, de découvrir le monde et d'aller explorer. Merci Mathilde pour toutes ces notions. Nous reviendrons vers toi après pour éventuellement le jeu des questions-réponses. Et maintenant, je vais passer la parole à Vanessa et à Nolwenn pour nous faire ressentir un petit peu cette parentalité au sein de nos activités Baby-Yan dans nos clubs. Oui, bonjour à toutes et à tous aussi. Il faut dire tous aussi, parce que je crois qu'il y a au moins un garçon dire tous, et puis, hein, en fait, qui a levé la main. Deux. Il y a deux, voilà. Merci beaucoup, Mathilde, pour tout cet enrichissement. Vraiment, c'est toujours un plaisir d'entendre parler de parentalité en lien avec notre activité. Et je commence, et après je passerai la parole à Nolwenn. Mais donc pour parler de mon expérience au niveau de la parentalité, comme l'évoquait Nathalie, au début du Baby Hand, et notamment moi j'avais commencé à explorer l'activité il y a plus de 20 ans, avant même que la fédération s'y intéresse. Et donc quand on a commencé à travailler sur le concept, moi, à l'époque, les parents n'étaient pas sur le terrain, ils étaient vraiment autour, ils pouvaient regarder, je ne fermais pas la porte du gymnase, au contraire, ils pouvaient en effet être ce fameux porte-avions où on vient de temps en temps faire un câlin, faire une charge de carburant et repartir. Mais pour moi, j'avais du mal à avoir des parents sur le terrain, j'avais peur que ça nuise à l'activité de l'enfant. Donc, j'avais fait ce choix, et puis en travaillant aussi avec des experts de la parentalité, et puis par rapport au projet aussi autour du REAP, j'ai dû m'intéresser aux parents et voir un petit peu qu'est-ce que pouvaient faire les parents sans que ça nuise non plus à l'activité et au développement de l'enfant. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça continue, j'ai également ce ressenti aujourd'hui, puisque je continue à entraîner. Il y a tout type de parents. Il y a le parent, il est très rare en baby hand chez les petits, parce que ils accompagnent quand même des tout petits, mais il y a le parent qui est juste un chauffeur, qui dépose l'enfant et qui repart, alors pour X raisons, parce qu'il peut avoir une activité par ailleurs, ou un autre enfant à gérer pour d'autres activités. Donc voilà, il le dépose, il fait attention que l'enfant soit bien pris en charge, mais il s'en va, il ne reste pas du tout sur la séance. Et après, on a tous ces parents qui restent,
Alors, il y a le parent qui accompagne, qui s'assoit dans les tribunes, qui veut regarder et puis qui fait autre chose, où il travaille, il a même emmené son ordinateur pour travailler, où il s'occupe du petit frère ou de la petite sœur qui est trop petit pour aller sur le terrain. Il y a le parent qui prend des photos, n'arrête pas, observe, regarde que son enfant pour voir justement s'il progresse, où il en est. De temps en temps, ben, l'enfant aussi vient le voir pour ce petit réconfort. Il y a le parent qui vous propose son aide, voilà, volontairement. Il vient en début de séance, vous avez besoin d'un coup de main. Bon, ben, il faut sauter sur l'occasion, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est jamais trop nombreux sur une séance avec les petits, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et puis dans le concept Baby Hand, on attribue des rôles sur chaque atelier aux parents. Donc, les parents sont les bienvenus sur l'activité elle-même. Et puis, ben, il y a le parent qui est dans les tribunes aussi, mais qui se crée un lien social avec d'autres parents. Comme le disait Nathalie, c'est un moyen aussi d'interagir avec d'autres parents. Et nous, notre rôle, eh ben, c'est d'arriver à nous intéresser justement à tous ces parents et de voir, alors ça prend un peu de temps, hein, parce qu'en début d'année, on ne les connaît pas forcément, et puis on apprend à les connaître, et puis on se rend compte que ben, on en a quelques-uns qui aimeraient bien venir sur le terrain, ben, on les invite peut-être à tour de rôle, peut-être pas toujours les mêmes. Et puis, si on a un espace qui le permet dans le gymnase, on peut mettre à disposition une cafetière, une théière, un espace où les parents peuvent aussi ben, avoir ce moment convivial entre eux pour échanger. Et puis aussi, ben, on peut avoir des parents qui ont des compétences dans certains domaines et qui peuvent vous apporter justement un plus sur vos séances. Et bon, ben, ça, c'est toujours très enrichissant. Et il faut être, en fait, notre rôle, au-delà de prendre en considération, bien sûr, l'enfant dans toutes ses dimensions. Et ces dimensions, ben, c'est aussi son environnement. Et c'est donc aussi son parent, ses parents, parfois les grands-parents, parce que moi, cette année, par exemple, je suis sur un créneau le mercredi, et souvent le mercredi, j'ai plus affaire à des grands-parents, puisque ben, ils sont de garde et ils amènent les enfants à la séance. Mais ils sont de la même manière très disponibles. Et alors eux, ils osent moins venir sur le terrain, mais ils peuvent aussi nous aider dans pas mal d'activités. Euh, Nolwenn, je crois que toi, tu as aussi une activité de terrain et peut-être des parents aussi qui traînent ou qui sont sur le terrain. Alors, Qu'est-ce que tu alors en fais oui, de tous tes parents? oui, 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 pour traîner, ça y traîne, mais de différentes manières. Merci déjà de ton témoignage et merci surtout à Mathilde de l'apport qu'elle a pu nous emmener tout à l'heure. Alors effectivement, moi j'ai une activité le mercredi, donc je rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Je vois de plus en plus des grands-parents venir dans mon gymnase, donc c'est assez intéressant. Et surtout en ce qui concerne mes parents, enfin pas les miens directement, hein, mais les parents des baby Hand, j'ai vu une vraie évolution, sur ces 7 dernières années puisque ça fait 7 ans qu'on fait du baby Hand. On avait au début vraiment des parents qui restaient dans les tribunes, par peur ou par manque de motivation et au fur et à mesure, en mettant, en place des séances spéciales parentalité, même si on sait que le parent est intégré dans la séance, de temps en temps, c'est important de le rappeler donc la présence du parent était obligatoire sur ces séances et se sont pris au jeu petit à petit. Donc c'était très agréable à voir et au fur et à mesure des années, surtout je dirais sur les 3 dernières saisons, ils se sont un peu passé le mot. Les anciens formaient les nouveaux et leur expliquaient le concept et voilà, c'était très, très, ludique et intéressant, de voir ça en tout cas, chez les parents de nos baby Hand. Il y en a qui deviennent aussi des animateurs temporaires pour nous. C'est pas forcément les mêmes qui nous aident d'une semaine à une autre. Quand il y a des haies qui tombent sur un parcours de motricité, bah, avant, tout au début, c'était nous, animateurs, qui remettions le matériel en place. Maintenant, ils comprennent en fait que, on gère d'autres choses et qu'eux aussi peuvent gérer et c'est très, très instructif en tout cas pour tout le monde. On a encore des parents qui sont tribunes, bien entendu, pour, diverses raisons, hein, garde d'enfants ou alors juste, ils parlent avec, d'autres parents. Mais, d'une semaine à une autre, c'est jamais les mêmes qui sont dans les tribunes. Je les vois toujours changer, il y a toujours une vraie demande de la part aussi de nos enfants à ce que les parents soient sur le terrain. On a de plus en plus de parents qui gèrent d'autres enfants. Donc,
voilà, il y a d'autres relations qui se tissent pour un peu revenir sur ce qu'on a vu au début de ce webinaire. Mais voilà, c'est un pur plaisir en tout cas de voir que, bah, on amuse autant les petits que les grands. Parce que des fois, on est à des séances où, bah, on est à plus de 60 personnes présentes sur le terrain, entre, les parents et les enfants. Donc c'est une autre gestion également. Maintenant, il faut que je gère les parents, puisque les parents se prennent énormément au jeu. Donc il faut leur rappeler que de temps en temps, leur place, c'est la place des parents. Ils peuvent s'amuser, ils doivent s'amuser, mais s'ils veulent s'amuser, le hand, classique existe aussi. Voilà. Et je voulais juste rebondir et je finirai là-dessus, sur ce que tu disais, sur la compétence des parents, sur ce qu'ils peuvent emmener. L'année dernière, on a fait, dans mon club une séance spéciale sur les numéros d'urgence et il y a une, maman qui, en fait, nous a proposé, puisqu'elle était formatrice en gestes de premiers secours, de faire et de sensibiliser gratuitement les parents du baby hand et de mon club. Donc c'était un très beau moment, en tout cas, et une chance pour nous, d'avoir ça. Donc un peu le conseil que je peux donner, utilisez, les parents que vous avez. N'hésitez pas à savoir aussi qui ils sont, à travers, pourquoi pas, des cafés des parents, c'est très intéressant et vous pouvez les utiliser. On a également une maman qui, l'année dernière, nous a permis d'avoir un partenariat de 600 €, de racheter du matériel grâce à son entreprise, qui donnait de l'argent à des associations. Donc voilà. Mmh. Ouais, et je rebondis sur l'expérience que tu as eue avec cette maman pour les gestes, de premiers secours. La photo que tu as passée, Nat, où on voyait donc, une conférence, j'ai envie de dire de parents et avec un animateur. En fait, cet animateur, c'était un handballeur et qui m'avait proposé de faire une intervention, diététique. Et donc on avait fait, sur une matinée, on avait fait une séance, diététique sur le terrain avec les enfants, pendant que les parents, échangeaient avec lui sur, la diététique chez l'enfant et on a fini par, un apéro diététique aussi et voilà, donc c'était vraiment intéressant et et aussi, oui, alors moi aussi, comme tu dis, des fois on a beaucoup de parents, ça peut être aussi un peu envahissant. Mais on peut aussi proposer d'autres activités aux parents si on peut, si on le peut. Notamment, ben, Nat, tu parlais du handfit, mais on sait très bien que c'est un bon mariage, le baby hand et le handfit, avec, une moitié de terrain, pour l'activité baby hand, une moitié de terrain pour l'activité handfit. Ça peut être tout à fait sympa. Et alors, moi, ce que je faisais au début quand il a fallu que je m'intéresse aux parents, c'est pour mieux les connaître aussi. Là, c'était une belle façon de mieux les connaître. C'est, une fois, par trimestre, j'organisais une séance enfants-parents où j'obligeais cette fois tous les parents, enfin au moins un parent par enfant, un parent ou un grand-parent ou, un grand frère ou une grande sœur, un oncle, une tante, mais un adulte à venir, participer à une séance. Donc, bah, c'est vrai que quand on a 30 enfants, 30 parents minimum, bah, ça fait vite, voilà 60 personnes, à gérer. Mais c'est super et puis c'est vraiment dans ces moments-là aussi qu'on apprend à connaître les parents, peut-être en discutant aussi un petit peu avec eux et comme tu dis, ben, peut-être, qu'il va y avoir des parents qui vont avoir des compétences particulières qui vont pouvoir nous apporter, un plus et un plus aux autres parents aussi. Donc voilà un petit peu les expériences, mais je sais il y a beaucoup de clubs qui font du baby hand, hein, puisqu'aujourd'hui on a plus de 25 000 baby handballeurs en France. Donc j'espère que beaucoup sont dans le concept baby hand tel qu'on le propose, mais voilà pour dire que maintenant, enfin voilà, le concept est bien connu de tous, de toutes. On alimente beaucoup de choses et on donne justement euh, ces, ces- ces conseils pour accueillir les parents aussi dans les meilleures conditions et faire ce lien enfant-parent qui est très important. Mais alors nous, enfin, contrairement à Mathilde, nous ne sommes pas des experts. Enfin, personnellement, je ne suis pas une experte en parentalité. Donc, parfois, je me pose des questions et j'en aurai d'ailleurs à poser à Mathilde après parce que c'est un métier quand même parfois de gérer des parents aussi.
Pour répondre juste à la question de Florence, parce qu'il y a Florence qui a posé une question, qui était, qu'on a des parents qui sont un peu trop protecteurs et ont tendance à faire à la place de l'enfant. Comment les inciter à prendre du recul? Donc il y a Aline qui nous a partagé son expérience, merci beaucoup à Aline. Je fais également comme vous, de mon côté et j'ai tendance également à mettre, ou l'enfant en binôme avec un autre enfant, si c'est sur des jeux, comme ça, par défaut, le parent, est obligé de s'éloigner un peu de son enfant ou quand c'est sur des parcours de motricité, s'il a pas ce rôle-là de remettre des haies et cetera, je le mets en joueur, je le mets en gardien de but et cetera pour, créer plutôt un lien, de jeu, repartir sur le jeu plutôt que sur la protection. Ouais, moi, c'est un peu le même style, enfin, c'est un peu la question que je voulais poser à Mathilde, en fait. Donc, quand on a des parents qui sont en effet un peu trop protecteurs et qui ont tendance même à la faire à la place de leur enfant, Mathilde, comment peut-on, l'inciter, alors soit à quitter le terrain, soit à changer de comportement? Il y a des conseils sans qu'il se vexe non plus? Oui, c'est ça. Je pense que c'est les pistes qui ont été données sont de bonnes pistes parce que c'est important en fait de garder la confiance, ce lien de confiance avec le parent. Si vous y allez trop en frontal et que vous le mettez face en fait à ce qu'il ne à ce qu'il fait peut-être un peu trop, euh, bah, ça risque effectivement de le vexer et de le braquer. Donc du coup, je pense qu'effectivement lui donner un rôle, toujours je crois que c'est hyper important d'avoir de l'empathie avec les parents. Si les parents se comportent comme ça, il y a sans aucun doute une bonne raison qui se cache derrière. Et, euh, et c'est dans la durée, avec ce lien de confiance, en trouvant des petites astuces, en lui donnant un autre rôle, en lui montrant. Après, on peut s'adresser à lui aussi, voilà, au fur et à mesure des séances. Moi, je le ferai pas directement à la première séance, mais voilà, après de lui dire, regardez, je pense que maintenant, on va pouvoir essayer de le laisser faire. Ou alors, ça peut être aussi des consignes qu'on donne en début de séance à l'ensemble des parents. Nous, dans notre association, on a des ateliers de motricité avec des tout petits enfants. Et donc, en début de séance, on rappelle les consignes. Par exemple, donc, dans les ateliers de motricité avec les tout petits, on dit aux parents de ne pas faire marcher les enfants, de ne pas leur tenir les mains. S'il y a un toboggan, de ne pas les placer en haut du toboggan. L'enfant ne doit pas être mis dans un endroit où il ne sait pas aller tout seul. Et donc, on redonne les consignes à l'ensemble des parents. Et c'est vrai que de temps en temps, peut-être à chaque séance ou de temps en temps, rappeler les consignes à l'ensemble des parents. Ne faites pas la place de vos enfants, laissez-les faire. Il faut du temps. On n'est pas là dans la recherche de la performance. Mettez-les en sécurité, que tout le monde se sente en sécurité. Insister sur valider les compétences de l'enfant, montrer-lui ce que l'enfant sait faire, parce qu'il y a toujours cette course à la performance et cette comparaison qu'on peut parfois faire entre les enfants. Et, euh, et c'est jamais positif pour l'enfant de se sentir comparé, d'avoir la pression de la compétence et de la réussite. Oui, Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui l'a voilà. dit. Ouais. En Pas même vu. temps que tu parlais, Exactement. Oui, je je pense crois que qu'il y a eu les règles, en fait, cette question des règles, et d'ailleurs dans le sport, la question des règles, elle a beaucoup d'importance et elle est très intéressante. Les règles, elles sont là pour définir une façon de fonctionner ensemble. Et moi, dans tous les ateliers que j'anime, je commence par poser les règles de l'atelier. C'est vraiment ce qui va donner de la sécurité. Et les règles, c'est à la fois ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est tout ce qu'on a le droit de faire. Donc, ça donne en fait un cadre dans lequel après, on va pouvoir expérimenter, évoluer. Donc, je donne des exemples. On a le droit de boire, on a le droit d'aller aux toilettes. Par contre, il est interdit d'eux, etc. On va donner, voilà, c'est le cadre et c'est le mode de fonctionnement. Et effectivement, on peut préciser dans les règles le rôle du parent et, voilà, sa place et ce qu'il va pouvoir faire. Mathilde, j'avais une question concernant, bah, toujours les parents parce que c'est le thème de la vidéo. Hem, Cette année, j'ai pour la première fois une maman qui avait besoin de beaucoup qu'on la rassure. Elle était, dans une histoire de garde, partagée et cetera. Donc, je sentais que son rôle était remis en question et qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et en fait, après toutes les séances, elle me demandait comment s'était comporté son enfant, est-ce qu'elle pouvait mieux faire? Est-ce que, en gros en gros, est-ce que c'était une bonne mère?
Elle l'a pas dit Mmh. comme ça, mais c'est comme ça que je le ressentais et je savais pas comment me positionner. J'avais beau être dans l'empathie, voilà. Donc c'était un peu ma question. Alors après, tout ça, ça va dépendre du temps que vous avez. L'outil magique, c'est l'écoute. Écouter, écouter, reformuler, peut-être dire: «Mais est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce qui se passe pour vous?» pour comprendre, en fait, ce qui se joue derrière. Après, moi, j'utilise beaucoup les 2 piliers dont je vous ai parlé. Fournir de l'attachement. C'est important ce moment que vous partagez avec votre enfant, ça remplit son réservoir affectif, ça nourrit sa confiance en lui, voilà, vous remplissez le réservoir et puis en fonction de ce qu'on observe, c'est important aussi de lui laisser des moments de liberté, de le laisser explorer, voilà donc c'est ce qui est important, c'est quand les parents doutent, c'est de pas donner des recettes toutes faites. Il faudrait plutôt faire ci, il faudrait plutôt faire ça. Moi, je donne ces grandes lignes-là, parce qu'avec ces grandes lignes-là, on peut faire plein de choses très différentes, hein, et il n'y a pas de recette. Il y a 1000 façons d'être parent. Par contre, c'est important de se sentir bien dans son rôle de parent. Et à partir du moment où, voilà, il y a cette base-là. En fait, être parent, j'ai l'impression que vous êtes inquiète. Être parent, c'est à la fois, il y a ces 2 rôles-là, remplir le réservoir affectif, tous les moments où vous allez faire ensemble, jouer, du coup, vous lui donnez de l'attention. Et puis, il y a ces moments où il faut aussi lui laisser de l'espace, de la liberté. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi qui ai un regard biaisé, mais je trouve que c'est assez facile de repérer si les enfants manquent plutôt d'attention ou plutôt de liberté. Si on les étouffe un peu ou si on leur donne. Vous savez, tous ces enfants qui parlent beaucoup, qui posent des questions tout le temps, qui demandent de l'attention, en fait. Hein. Donc, du coup, là, on peut dire, ah, là, il y a un manque d'attention, il faut encore plus jouer, encore plus s'occuper. Et puis, ceux qui sont un peu, voilà, ça étouffe un peu. J'aimerais bien qu'ils me lâchent les baskets et que je puisse faire 3 pas sans avoir quelqu'un qui me surprotège comme ça. Globalement, en général, les enfants manquent d'attention aujourd'hui parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on vit à 200 à l'heure. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire, voilà, se dire c'est tout le temps ça, parce qu'il y a aussi des parents qui surprotègent et qui surinvestissent cette relation et qui sont dans l'hyper-contrôle et qui ne laissent pas d'espace à l'enfant pour exister. Et je trouve que dans le sport, on peut parfois avoir cet hyper-parent-là qui, euh, qui est très, très, très présent, mais peut-être un peu trop, et qui du coup donne assez peu d'espace de liberté pour aller explorer le monde. Est-ce que ça répond à la question? Oui, en tout cas, ça donne un bon éclairage et du coup, je voulais revenir un petit peu sur la posture de l'animateur, de Oui. l'éducateur qui va prendre en charge le baby. On a parlé tout à l'heure, gestion des colères, gestion des émotions. Comment ça se positionne, en fait, cet éducateur qui va devoir à la fois gérer, le trop-plein, la colère, les émotions d'un enfant qui va pouvoir, peut-être surréagir. Ton parent qui est à côté et qui va forcément avoir une attention beaucoup plus particulière que si c'était peut-être un autre enfant. Et souvent, en fait, notre complexité dans notre activité, cet éducateur, cet animateur. Comment il fait pour gérer un peu tout cet écosystème, pour laisser assez d'espace peut-être pour qu'il y ait cette relation, mais voilà, pas débordante. Un petit peu des tips peut-être sur comment je me positionne en tant que médiateur peut-être de cette relation. Oui, alors, ça va dépendre en fait de comment ça s'organise et chaque situation est un peu unique. Moi, je dirais ce qui est important, c'est de donner de la sécurité à ce moment-là et peut-être qu'on peut proposer aux parents, s'il a besoin de prendre un temps pour aller respirer un coup, s'éloigner. Des fois, ça peut être bénéfique de ne pas avoir, parce que c'est hyper dur, hein, cette pression sociale, le regard des autres parents, les autres enfants, puis peut-être que ça perturbe tout simplement l'atelier pour tout le monde. Une chose est sûre, l'enfant, il a besoin de son parent pour se calmer à ce moment-là. En tout cas, là, vous parlez d'une activité où le parent, a priori, est présent. Donc, c'est le parent qui est le mieux placé pour prendre en charge ça. Ce qui va être rassurant et soutenant pour le parent, c'est de dire oui, c'est normal à l'âge de votre enfant que les émotions soient débordantes. Dans notre société, on a terriblement besoin de ça. Hein, de ne pas utiliser le mot caprice, de ne pas porter de jugement sur ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là. Vous n'en savez rien. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, peut-être vous paraît anodin. Mais ce qui s'est passé n'est peut-être que le déclencheur qui permet d'ouvrir les vannes de tension accumulées depuis des jours ou des semaines.
Vous savez pas ce que vit cet enfant à l'école, dans le cadre familial. Et là, ce moment où il se prend un ballon dans la tête, je dis n'importe quoi, ça dégoupille. Ça fait sortir, en fait, toutes ces tensions accumulées parce que, je donne des exemples, mes parents sont en train de se séparer, j'ai une maîtresse qui crie beaucoup, il peut y avoir plein d'éléments qui font que l'enfant accumule des tensions. Et à un moment donné, il y a des déclencheurs et il n'y a pas toujours de rapport dans la proportionnalité entre le déclencheur et la réaction parce qu'on ne peut pas toujours exprimer ses émotions. Et quelque part, si des émotions s'expriment dans vos ateliers, c'est que les enfants se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir les libérer. Donc, on devrait observer ça avec beaucoup de bienveillance et presque de joie en disant « Waouh, c'est cool, ici, ils se sentent bien et ça libère ». Je pense que les parents ont vraiment besoin de soutien et d'accompagnement sur cette question-là parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori, de fausses croyances, de honte et de peur du jugement. Donc, plus on va avoir des adultes qui accompagnent et qui soutiennent ces moments-là, plus on va avoir des adultes, des parents qui vont eux aussi pouvoir ah mais moi je vais au Babyland et du coup on m'a dit que c'était normal, tu sais c'est pas un caprice, c'est les émotions qui se libèrent et du coup on va changer le monde parce que demain si à la caisse du supermarché il y a un enfant qui se roule par terre et qu'au lieu d'avoir des regards jugeants de la part de tout le monde autour, on a quelqu'un qui dit mais prenez-le dans vos bras, il y a trop de bruit, trop de lumière ici, faites-lui un câlin, ça va passer, ça va tellement changer les choses. Les parents ne seront plus en train de transpirer, d'avoir le rythme cardiaque qui s'accélère par la peur d'être jugé puis de ne pas savoir comment réagir. Et l'option, c'est pas est-ce que je lui en mets une, est-ce que je lui hurle dessus. Non, c'est justement je me mets à son niveau, je lui propose un câlin qu'il peut accepter ou refuser parce qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de contact physique à ce moment-là et d'autres qui ont besoin juste d'un temps pour que ça sorte et après qui vont pouvoir revenir. Évidemment, mettre un couvercle sur le truc, c'est ce qui va le moins bien marcher. Proposer de l'eau ou un encas, il peut y avoir sa disjonction parce que l'enfant a soif ou a faim ou parce qu'il est trop fatigué. C'est-à-dire qu'ils sont encore petits, selon l'heure à laquelle se passe la séance, etc., l'heure à laquelle l'enfant s'est réveillé, s'il dort mal en ce moment, peut-être que voilà, il est trop fatigué, ça disjoncte, et c'est ok, vous êtes sur des âges qui sont tout petits, donc on relativise et encore une fois, ce ne sont pas des adultes miniatures. Mais moi, je connais plein d'adultes qui ne savent pas du tout gérer leurs émotions quand ils sont frustrés, quand ils vivent de la colère ou de la tristesse. Des fois, on en demande beaucoup aux enfants alors qu'ils ont un cerveau immature qui n'a pas la compétence de faire ça. Et juste pour finir, plus on a une attitude bienveillante, rassurante, soutenante dans ces moments-là, plus ça fait maturer le cerveau et plus l'enfant il va être capable de dire je suis en colère sans se rouler par terre. Donc c'est vraiment le cercle vertueux. Plus on lui fait honte, plus on l'humilie, on le punit dans ces situations-là, moins ces zones-là vont se connecter rapidement et plus on risque d'avoir des comportements qui perdurent comme ça dans le temps ou qui créent du stress, de l'anxiété à plus long terme. Une petite question par rapport à ça et après, je viendrai sur ta question, Anne. Est-ce qu'il y a des horaires à privilégier pour cette activité des 3-5 ans? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée clés par rapport au cycle circadien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être plus aidant pour avoir toute l'attention de nos baby handballeurs durant les séances? Alors, je pense que ça, c'est vous en l'observant. Moi, je dirais le matin, comme ça, parce qu'on est quand même encore sur des enfants qui peuvent avoir besoin de temps de sieste, ou alors fin d'après-midi, c'est à partir de 16h, 16h, 17h, ou le matin, voilà. Alors, ça peut être même très tôt, parce qu'à cet âge-là, il y a des enfants qui se réveillent très tôt. Mais oui, toute la matinée, et peut-être pas trop proche du midi, 13h, où on a aussi des enfants qui ont faim assez tôt. Et dans certaines écoles maternelles, à cet âge-là, ils mangent à 11h30. Donc, l'activité de 11h à midi, peut-être que les enfants peuvent avoir faim. Mais encore une fois, pas de recette, et c'est l'observation. Et d'une année sur l'autre, si vous changez l'horaire, vous allez dire ah oui, cette année, on est à 11h midi, c'est plus compliqué que quand on faisait ça de 10 à 11 ou de 9 à 10. Merci. Il y avait une question sur est-ce qu'il existe des études sur les comportements qu'on a évoqués tout à l'heure, un petit peu manque de protection, manque d'attention. Est-ce qu'il y a des études un petit peu qui relatent un petit peu les enfants d'aujourd'hui avec toutes ces notions-là? Il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Alors, pour montrer en fait
ce que ça donne en fait en tant que le comportement des enfants en fonction de l'attitude des parents, comme ça, là, ça me vient pas. Mais je peux rechercher et voir pour vous partager. Ce qu'on fait, c'est tout ce qui concerne l'attachement en fonction du comportement du parent. Ça va en fait définir notre système d'attachement. Et notre système d'attachement, il conditionne notre façon d'entrer en relation avec les autres pour toute notre vie. C'est-à-dire qu'il conditionne aussi nos relations de couple, nos relations en amitié. Est-ce que mon parent répond à mes besoins de façon efficace, prévisible, adaptée? Quand j'ai faim, il me donne à manger. Est-ce qu'il me donne toujours à manger quand j'ai faim? Des fois oui, des fois non, je caricature, mais voilà, c'est un peu ça. Et donc, du coup, ça va donner soit un attachement sécure, où je me sens en sécurité, soit on va avoir des attachements insécures, dans lesquels il y a 2 types. Et puis après, on va avoir aussi tous les troubles de l'attachement, parce que on répond pas à mon besoin, ou on y répond, mais des fois oui, des fois non. Donc, du coup, ça me met dans un sentiment d'insécurité. Je ne sais pas si je peux faire confiance ou pas aux autres. En fait, j'ai toujours le doute. Après, sur ce qui est la surprotection, ça va donner des enfants qui manquent d'autonomie et de capacité à faire par eux-mêmes. Moi, quand j'accompagne les parents, je leur dis souvent, c'est souvent l'objectif des parents que l'enfant soit autonome, mais l'autonomie, c'est pas quelque chose qui se télécharge, c'est pas un programme qu'on télécharge le jour de nos 18 ans, c'est quelque chose qui est progressif. Et on peut pas hyper contrôler nos enfants, les empêcher de sortir, vérifier tout le temps leurs notes dans Pronote, tout surveiller, contrôler. Et puis le jour de leurs 18 ans, vouloir qu'ils sachent être indépendant, autonome, etc. C'est quelque chose qui est progressif. Et ça commence dès 6, 7, 8 mois quand l'enfant veut marcher à 4 pattes et aller explorer la maison. On a déjà 2 choix qui s'offrent à nous, le mettre dans un parc d'1 mètre sur 1 mètre, ou sécuriser la maison, mais lui laisser un espace d'exploration plus important. Et tout ça, ça continue au fur et à mesure en grandissant. À 8 mois, évidemment, qu'il ne veut pas aller acheter le pain tout seul. Mais à 7-8 ans, voilà, peut-être que oui. Et donc, à chaque fois, tu poses la question, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Qu'est-ce qui me donne envie de dire non? Est-ce que j'ai des peurs? Comment moi, j'ai été éduquée? Qu'est-ce que j'ai pu faire, pas faire? Et puis, se connecter à comme ça. Souvent, cette question de l'autonomie, elle est hyper intéressante parce qu'il y a des endroits où les parents voudraient que l'enfant soit autonome et l'enfant n'est pas prêt. Et il y a des endroits où l'enfant a envie d'être autonome et c'est le parent qui n'est pas prêt. Et l'autonomie, ça marche bien quand l'enfant est prêt, quand c'est le bon moment pour lui. C'est le bon moment pour lui d'enlever les couches, quand c'est le bon moment pour lui de faire une activité sans son parent, par exemple, la suite logique, ça pourrait être. Quand c'est lui qui le réclame, c'est qu'il est prêt, c'est bon. Quand il a envie d'aller dormir chez un copain, quand il a envie de faire un stage de 5 jours avec hébergement, voilà, parce que c'est le bon moment pour lui. Et les parents, ça vient gratter leur peur, leur histoire. Et c'est bien d'aller les questionner. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous vous sentez avec ça? Et d'écouter. C'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Sans jugement. Hyper important. Éloigner le jugement. On est tout le temps en train de juger. Mais c'est important d'avoir l'empathie et de se dire que le parent a toujours une bonne raison de se comporter comme ça. Oui, effectivement, les références. Donc moi, j'ai été formée par Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa, Catherine Dumontet-Crémer. Ce sont toutes des personnes ressources. Je peux vous envoyer des livres ou des podcasts à aller écouter si vous voulez creuser ces questions. Avec grand plaisir, parce qu'on avait encore plein de questions, mais malheureusement, notre temps va bientôt être épuisé. Il y a encore plein de questions qui restent un petit peu pas du tout en suspens, parce que je pense que nous, on a quand même des clés de réponse. Moi, par exemple, j'avais une question qui me taraude depuis longtemps, parce qu'en fait, on a des problématiques financières, mais par exemple, on se bataille pour avoir des fiches de jeu qui sont bien dans des livrets qu'on puisse manipuler et pas des tablettes numériques qu'on essaye de mettre à tout va dans toutes les activités. Donc, c'est vrai que ce sont aussi des regards qui sont intéressants par rapport à la construction de l'enfant et puis le lien qu'il peut y avoir aussi entre le parent et l'enfant qui va décrypter un petit peu toutes ces fiches de jeu, comment tu perçois les espaces, tiens,
tiens, toi tu le trouves qu'il est comme ça, moi je le mettrai comme ça. Et tout ça, ça façonne en fait cette activité et puis cette relation. Je vous propose du coup de vous dévoiler la petite surprise parce que je pense que vous êtes tous en attente de cette surprise. Hop, je vais vous Il y a, il y partager a- mon... il y a Anne qui nous donne du travail. Merci Anne. Ah, je vois plus On mon avait écran peur, avec les questions, on avait donc je peur de peux pas s'ennuyer. voir. Alors Anne, je te lis son commentaire. La Mhm. FFHB va-t-elle, suite à ce webinaire, faire un petit outil à destination des animateurs baby-hands sur la question de la parentalité et la gestion des parents? Tout ce qui a été évoqué durant ce webinaire. Et Exactement, oui, je pense qu'on et oui Anne. on va pouvoir faire des choses. Voilà. Donc, il est temps de vous remercier, de remercier bien sûr tous les participants, tous les intervenants. Merci beaucoup Merci Mathilde Mathilde, pour merci beaucoup. Avec plaisir. cet éclairage. C'était très chouette en tout cas de t'avoir avec nous. Merci mes compagnes et mes aventurières, Vanessa, Nolwenn, autour de l'activité baby. Donc la petite surprise, c'est que nous avons clôturé ce mois du Baby Hand avec le webinaire, mais nous avions aussi la semaine de la petite enfance qui avait comme thème jouer à l'infini et on vous propose la petite séance. Merci encore une fois à Vanessa et à Nolwenn. La thématique de jouer à l'infini, c'était vraiment en tant que parent, je vais toi te présenter les jeux que j'avais quand j'étais petit et c'est trop chouette de découvrir ces jeux quand j'étais petit. Donc vous allez voir, il y a une succession de jeux et d'activités que vous pourrez partager avec les parents et les enfants. La séance sera aussi disponible dans le centre de ressources et comme j'ai récupéré l'ensemble des adresses mail, normalement je ne dois pas me tromper, de tous les participants, on pourra vous envoyer à la fois le support PowerPoint et l'affiche de la séance. Merci encore une fois, nous allons clôturer ce moment-là. Écoutez, on vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.